Salut les mioches. Aujourd'hui, je vais vous présenter les instruments du pouvoir. Comment réussir à prendre le pouvoir d'un pays entier à l'aide d'une bouteille de spiritueux, un torchon et un briquet. L'incendie du Reichstag est une date clé dans l'histoire du nazisme. C'est en effet à partir de cet événement que Adolf Hitler, alors chancelier, va pouvoir mettre en place un véritable rouleau compresseur politique qui permettra au fur et à mesure aux nazis d'empêcher leurs opposants de voter pour imposer le parti nazi et, après quelques petites pirouettes politiques supplémentaires, parvenir au pouvoir totalitaire. Il ne faut toutefois pas oublier le contexte politique de l'époque, très tendu entre deux partis à l'extrême l'un de l'autre. D'un côté, le parti nazi et de l'autre, le parti communiste. Pour bien comprendre la situation, on va partir des élections législatives de juillet 1932 et arriver ainsi jusqu'à mars 1933, date à laquelle la République est définitivement morte. Nous partons donc de juillet 1932. C'est une période politique tendue. En effet, une élection législative arrive et celle-ci sera l'apogée du parti nazi dans des élections libres. L'ambiance électorale est plutôt champestre et chatoyante puisque militants nazis comme militants communistes échangent leurs idées gaiement à grands coups de matraque dans la gueule. Dans ce contexte difficile, les émeutes ne peuvent pas véritablement être évitées. La police est complètement dépassée et doit faire régulièrement appel à l'armée pour essayer de maintenir un semblant d'ordre, ce qui n'empêchera pas malheureusement le décès de plusieurs centaines de personnes. Comme je le disais, cette élection législative et entièrement légale et démocratique sera l'apogée du parti nazi. À l'issue de ce vote, le parti nazi atteindra les 14 millions d'électeurs. C'est gigantesque pour ce parti-là qui devient le premier parti d'Allemagne avec 230 sièges au Parlement allemand. Il faut toutefois nuancer le propos. 14 millions d'électeurs et 230 sièges au Parlement n'est pas suffisant au parti nazi pour constituer une majorité lors d'un vote d'une loi. Gardez bien cette information en tête car ce sera finalement le fil rouge jusqu'à mars 1933. Juillet 1932, victoire écrasante des nazis avec 14 millions d'électeurs et 230 sièges au Parlement allemand. Nous allons ensuite faire un saut rapide dans le temps pour arriver à novembre 1932. À cette date-là, de nouvelles élections sont programmées. Le parti nazi veut bien évidemment consolider sa présence au Parlement. Plus de sièges, ça veut dire une possibilité d'atteindre la fameuse majorité des 2/3. Cette majorité des 2/3 permettrait aux nazis de lancer leur acte générateur, c'est-à-dire en fait la possibilité de lancer un vote sans avoir à passer par les autres partis autour d'eux. En novembre 1932, Hitler doit encore faire entre guillemets équipe avec d'autres factions d'extrême droite pour pouvoir voter les lois qu'ils veulent. Mais en 1932, c'est à croire que les vapeurs de schnapps et de bière ingérées pendant le chaud été de juillet 1932 sont parties. Pourquoi ? Tout simplement parce que le parti nazi va perdre 2,5 millions d'électeurs sur ce seul vote, et au passage perdre 40 sièges au Parlement. Joseph Goebbels dira d'ailleurs lui-même qu'il s'agit d'une des plus grandes claques que le parti ait jamais reçues. La nouvelle va d'ailleurs aller au-delà de l'Allemagne, puisque notre Léon Blum national écrira un article à ce propos-là, titré « La fin d'Hitler ». En effet, beaucoup de gens espéraient à cette époque-là que le vote de juillet 1932 était un vote peut-être de contestation ou de protestation du peuple allemand envers le pouvoir en place, afin peut-être de faire bouger les choses. Quoi qu'il en soit, en novembre 1932, bien qu'ayant perdu 2 millions d'électeurs, le parti nazi reste le premier parti allemand. Nous allons avancer le temps à 2 mois supplémentaires. Janvier 1933 est une marque très importante dans l'histoire allemande. Le 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier d'Allemagne par le président en exercice
Paul von Hindenburg. N'allez pas toutefois croire que Hitler a été nommé chancelier parce qu'il dirigeait le premier parti d'Allemagne. En fait, ce n'est pas tout à fait le cas. Hitler était de connivence avec d'autres personnages très influents dans l'Allemagne, notamment de riches industriels, et parmi ces hommes influents, il y avait Ludendorff. Ludendorff qui était le général de l'armée allemande pendant la Première Guerre. Cet homme, militariste et plutôt conservateur, a encore énormément d'alliés, et notamment dans l'armée. Hitler est nommé chancelier davantage par le jeu de l'intrigue plus que par sa domination sur le paysage électoral allemand. Et bien entendu, on sait tous que Adolf Hitler était un personnage très patient. Il ordonne de nouvelles élections pour mars 1933, soit 2 mois après sa nomination en tant que chancelier d'Allemagne. Toutefois, avant de nous intéresser à la date de mars 1933, il faut savoir que Adolf Hitler, fraîchement nommé chancelier, organise un meeting pour pouvoir lancer son discours du haut de sa tribune, ainsi qu'il le faisait toujours, et laissera ce jour-là la parole à un de ses proches conseillers, Joseph Goebbels, qui deviendra d'ailleurs ministre de la propagande sous le Troisième Reich. Joseph Goebbels, que j'aime à appeler le petit rat boiteux, s'est permis une sortie très intéressante. Cette sortie, on pourrait tout aussi bien la traduire comme ça. Ce sera sur ces entrefaits que l'événement qui nous intéresse aujourd'hui, l'incendie du Reichstag, va arriver. Le 27 février 1933, le Parlement allemand, ou Reichstag, brûle pendant la nuit. Et quand on est bon politicien, on sait faire feu de tout bois. La police met rapidement la main sur un homme. Il s'appelle Marinus van der Lubbe. Il a 24 ans, il est hollandais, mais par-dessus tout, il est communiste. Hitler et sa suite vont instrumentaliser l'incendie du Reichstag pour pouvoir se mettre en avant, surtout vis-à-vis d'un homme, Paul von Hindenburg, le président alors en exercice. Les nazis sauront jouer de la haine que voue Hindenburg aux communistes, pour pouvoir signer un traité. Un traité très intéressant puisqu'il est pondu le lendemain même de l'incendie, le 28 février 1933. Ce traité, au nom barbare, le Reichstag Brandwehrordnung, eh bien, c'est un traité extrêmement liberticide, puisqu'il va notamment atteindre aux libertés individuelles, liberté d'expression, les libertés aux personnes, la liberté de la presse, mais il va également interdire le droit à la réunion, qu'elle soit publique ou privée. Petite note intéressante également, le Reichstag Brandwehrordnung va mettre en place la peine de mort pour les incendies criminels. Si vous avez saisi le raisonnement de l'action du parti nazi, en fait, c'est un coup directement porté aux communistes. Le droit à la réunion, la liberté de la presse, la liberté d'expression, tout ça, poubelle. Donc, finalement, que va-t-il se passer dans les jours qui suivent ce traité ? Des dizaines, des centaines, voire des milliers d'arrestations vont avoir lieu, toutes sur des personnes du Parti communiste, à commencer par leurs plus hauts dirigeants. En gros, il faisait plus très bon être communiste à partir du 28 février en Allemagne. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'en Allemagne vont commencer à s'ouvrir des camps de concentration. Il s'agit de camps de prisonniers dans lesquels les prisonniers politiques du régime qui va se mettre en place, le parti nazi, seront envoyés. En gros, ça se passait comme ça. Si jamais quelqu'un vous disait quelque chose du style Joignez-vous à moi et prenons les armes contre les nazis! Eh bien, cette personne prenait un aller simple pour l'auberge de la Cravache et ne revenait pas avant une bonne grosse punition. À ce moment-là, les nazis appelaient même ça un système de rééducation. C'est dans cette atmosphère politique délétère que vont se faire les élections de mars 1933. Comme prévu, les nazis vont consolider leur puissance au Parlement avec 290 sièges et 17,5 millions de votants. La victoire est encore plus éclatante qu'en juillet 1932. Toutefois, Hitler ne peut pas encore avoir recours à la loi des 2/3 du Parlement, c'est-à-dire que sa majorité n'est pas suffisante pour pouvoir lancer l'acte générateur qui lui permettrait d'avoir les mêmes pouvoirs qu'un dictateur. Dans le cas présent, Hitler est encore obligé de s'appuyer sur d'autres partis d'extrême droite. Il est encore en coalition. Bien évidemment, Hitler ne peut pas se satisfaire de sa simple qualité de chancelier de l'Allemagne. Il lui faut plus pour pouvoir faire briller le destin de l'Allemagne.
Et c'est pour ça que Hitler a besoin de la majorité des 2/3 pour pouvoir lancer le vote d'une loi sans avoir à passer par les autres parlementaires. En gros, il s'agit d'un 49.3 version Deutsche Qualität. Et c'est ce qui va arriver à la fin du mois de mars. Hitler va faire réunir les parlementaires le 23 mars 1933, ailleurs qu'au Reichstag, ce dernier étant brûlé, pour pouvoir voter la loi des pleins pouvoirs. Hitler va faire un discours promettant qu'il n'utiliserait cette loi que de manière exceptionnelle. De plus, la loi des pleins pouvoirs ne lui serait attribuée que pour une durée de 4 ans. Et bien évidemment, à ce moment-là, les parlementaires se sont insurgés et ont complètement conspué Hitler qui a fini sa vie dans le caniveau. Eh bien non, le 23 mars 1933, à 444 voix contre 94, la loi des pleins pouvoirs est adoptée et Hitler devient l'équivalent, en tout cas légal, d'un dictateur. Et ça a été d'ailleurs là un véritable coup de maître de la part d'Hitler, si je peux me permettre de parler comme ça de cet homme. Hitler savait très bien que, avec sa victoire de mars 1933 aux législatives et avec la coalition d'autres partis d'extrême droite, il pouvait jouir d'une majorité simple. C'est-à-dire qu'il aurait très bien pu voter tout seul des textes de loi simples, mais pas mettre en place le système dictatorial qu'il voulait. Il avait besoin de ce vote, il avait besoin de cette loi des pleins pouvoirs, et ça a marché. Les parlementaires ont joué le jeu et lui ont donné les pleins pouvoirs pour une durée de 4 ans. Je me demande encore aujourd'hui, sincèrement, qui a cru une seconde que cet homme allait rendre simplement les clés de la baraque, après avoir fait la fête. Ce que les parlementaires et les citoyens allemands ne savaient pas encore à ce moment-là, c'était que les élections de 1933 seraient les dernières élections libres jusqu'à 1945. En effet, après la mise en exercice de la loi des pleins pouvoirs, le parti nazi organise de nouvelles élections législatives en novembre 1933. Nous en sommes à 4 élections en un an. Toutefois, il y a une petite subtilité. Les élections de novembre 1933 se passent d'une manière tout à fait démocratique puisqu'il n'y a qu'un seul parti autorisé pour les votants, le parti nazi. Tous les autres votes possibles seront invariablement invalidés. Il faut toutefois noter que si le parti nazi obtient le score modeste de 93% des voix, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, 3,5 millions d'Allemands ont manifesté leur opposition au régime nazi en votant pour n'importe qui d'autre. Tous ces votes-là ont bien évidemment été invalidés, la démocratie était morte, la République de Weimar était morte, le parti nazi était en place, et ce, jusqu'à 1945. À partir de la date du vote de la loi sur les pleins pouvoirs, en mars 1933, Hitler devient intouchable. Beaucoup d'historiens, aujourd'hui, pensent que la date charnière du cycle électoral allemand date du 27 février 1933. Ce serait véritablement l'incendie du Reichstag qui aurait définitivement fait tourner l'opinion publique vers les nazis et non plus vers le centre ou les communistes. Il n'y a qu'à voir les résultats des communistes aux élections de mars 1933. Bien évidemment, ils ont été aidés du fait que la SA, la section d'assaut nazie, soit allée saccager tous les bureaux de vote qu'ils ont pu trouver. Mais beaucoup d'historiens pensent encore aujourd'hui que cette date charnière, ce moment précis de l'histoire d'Allemagne, a été le tournant vers le Troisième Reich et l'État totalitaire nazi. Il ne faut pas oublier une chose toutefois. L'incendie du Reichstag en lui-même est encore un mystère aujourd'hui. Je m'explique. Marinus van der Lubbe, l'incendiaire, âgé de 24 ans, hollandais et communiste, a été très rapidement retrouvé par la police allemande. Et le doute subsiste. Est-ce qu'à lui seul, cet homme aurait pu détruire le bâtiment tout entier? Sur la question, l'opinion des historiens diverge, puisque certains pensent que Marinus van der Lubbe a effectivement mis le feu au Reichstag pour porter un grand coup au parti nazi, alors premier parti d'Allemagne. D'autres historiens pensent que ce sont les nazis qui ont commandité cet attentat pour pouvoir par la suite l'instrumentaliser, monter l'opinion publique contre la menace rouge, mais par-dessus tout l'opinion de Paul von Hindenburg. Car en effet,
directement suite à l'incendie du Reichstag et voté la loi décret Reichstag-Brandwehrordnung qui porte déjà un coup très douloureux au Parti communiste en Allemagne pour les élections qui n'auront lieu que une semaine plus tard. L'hypothèse du complot nazi pour faire brûler le Parlement allemand est tout à fait recevable. Toutefois, il ne faut pas oublier de se poser une question. Avant de rentrer dans les grandes théories du complot, une simple question: à qui profite le crime? Est-ce qu'il a davantage profité aux nazis ou aux communistes? Et ça, ce sera à vous d'y répondre. Bon. Pour le cours prochain, nous verrons les camps de prisonniers japonais aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ici là, soyez sages et n'oubliez pas de faire vos devoirs. Tu auras ma peau un jour.